Bonjour Arnaud Montebourg, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec moi pour vous interroger, Fabien Escalona du pôle politique de Mediapart. Bonjour Fabien. Bonjour. Arnaud Montebourg, vous avez 57 ans, vous êtes à la tête de 4 entreprises équitables. Vous êtes aussi ancien ministre du redressement productif sous la présidence de François Hollande de 2012 à 2015. Vous avez promu à ce poste et avant la démondialisation et le Made in France que vous continuez à faire en tant qu'entrepreneur. Vous avez été aussi évidemment candidat aux primaires socialistes en 2017. Vous aviez terminé troisième. Quelques lignes encore, je me permets, sur votre CV. Vous avez quitté Bercy en 2014 en désaccord politique, disiez-vous à l'époque, sur la ligne économique du gouvernement, alors menée par Manuel Valls. On rappelle la suite de l'histoire. Votre successeur à Bercy fut un certain Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande. Dans votre dernier discours de ministre, on a vu les images en août 2014 avec Emmanuel Macron, donc pas loin de vous. Vous avez dit beaucoup de choses, mais vous vous êtes aussi comparé à Cincinnatus, l'homme politique romain du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui quitta la politique pour labourer son champ. Arnaud Montebourg, le fameux Cincinnatus, il retourna à ses charrues, mais il fut ensuite rappelé, finalement tel une sorte d'homme providentiel, pour prendre la tête des armées romaines et même diriger la République romaine. Alors, première question, pour construire l'après, tout le monde parle du monde d'après en ce moment, et mener les batailles qui viennent et qui seront importantes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un homme présidentiel, de ce sauveur là, qui surgit à chaque élection ou avant chaque élection, et qui finalement finit par nous décevoir totalement? Il est vrai que le système politique français est extrêmement pervers et trompeur, puisque finalement, depuis 20 ans, on a toujours les mêmes programmes politiques, depuis la fracture sociale, l'ennemi de la finance, la révolution de M. Macron, et à chaque fois, le président nouvellement élu prend son avion, va faire les génuflexions à Berlin, et puis tout rentre dans l'ordre. L'Union européenne nous recentre en quelque sorte, et toutes les politiques un peu originales, j'allais dire auto-centrées sur les besoins des Français, se recentrent par l'effet mécanique des traités, des engagements accumulés depuis 20 ans, de l'orthodoxie allemande, de l'intégration juridico-bruxelloise, et tout ça donne finalement une France qui fait toujours la même politique, celle assez conforme à ce qui a été infligé à la totalité de la zone euro, c'est-à-dire la politique ordo-libérale de la droite allemande. Hein, grosso modo, je vais un peu caricaturer, mais à peine, tellement la réalité ressemble à ça. On va Donc, dérouler justement. Pardon, oui, oui. Il est évident qu'on a une difficulté par rapport à ce qu'est devenu le pouvoir politique, parce que il est en quelque sorte un fondé de pouvoir des traités antérieurs qui, pour moi, sont des règles obsolètes qui ont été consenties il y a 30 ans, 20 ans, même 10 ans, qui ont été d'ailleurs désapprouvées, désavouées par le suffrage universel de plusieurs peuples européens, dont le nôtre en 2005. Je suis sûr que si on procédait à la même consultation sur le contenu des traités européens, nous aurions un résultat identique, aggravé. On va en Donc, parler nous justement. voyons bien que ces règles-là ne sont pas celles dont que les Français ont approuvées, auxquelles ils adhèrent, mais ce sont celles qu'on leur inflige. Hein. Justement, Et c'est petite cette question vision-là qui fait que la Ve République est devenue un mensonge. Bon, petite question. Excusez-moi. Non, pas de problème. On va dérouler tout ça on va dérouler tout ça. Mais question pour poursuivre sur ma métaphore de Cincinnatus. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui comme justement dans ce schéma du potentiel recours en 2022 ou est-ce que vous vous dites, comme vous l'avez dit auparavant, non, pour moi, le temps politique est terminé, j'interviens différemment? D'abord, je suis revenu aux primaires en 2017 comme Cincinnatus et je n'ai pas obtenu les suffrages espérés. Bon, donc cet épisode ayant clos le précédent, je suis aujourd'hui engagé dans la vie entrepreneuriale, à la tête de plusieurs entreprises qui me prennent beaucoup de temps, me font parfois aussi du souci parce que la période est extrêmement cruelle avec la gestion d'un choc très difficile. Je suis par ailleurs resté un homme qui est engagé. Je défends toujours dans ma vie une et indivisible que j'ai été avocat, parlementaire, des présidents de mon département,
ministre ou entrepreneur, je crois avoir finalement suivi toujours les mêmes convictions. Alors peut-être sont-elles peu comprises, et je crois qu'elles l'ont peu été à l'époque du Made in France à Bercy, mais je ne vois pas dans la situation dans laquelle nous traversons aujourd'hui une sorte d'humiliation nationale pourquoi je m'efforcerais de me taire dans la mesure où, c'est vrai, l'expérience qui est la mienne m'a permis d'accumuler quelques convictions à partager avec d'autres. Donc pour l'instant, et en réalité, n'y voyez rien d'autre qu'une présence d'utilité dans le débat public. Non, on note voilà. le pour l'instant. Je n'ai pas. Si votre question d'ailleurs, si à chaque fois qu'on devait prendre la parole quand on a été à la tête d'un certain nombre d'expériences, on devait répondre de je ne sais quelle ambition, on ne pourrait jamais rien dire. Donc, je comprends bien. Vous permettrez de vous dire qu'en l'état, ma position est celle d'un participant à un débat public dans une période d'une grande gravité pour notre pays. Alors justement, on va revenir là-dessus. En 2013, vous étiez au gouvernement et la décision a alors été prise, pas par votre ministère, par un autre ministère et par d'autres organismes au sein de l'État, de ne plus constituer de stocks nationaux de masques pour faire face à une pandémie comme c'était jusqu'ici le cas. Et la responsabilité désormais allait en incomber aux entreprises. Vous étiez alors justement à Bercy, le ministre des entreprises d'une certaine façon. Comment avez-vous pu ne pas avoir eu connaissance à l'époque de cette décision qui s'est révélée difficile vu ce qui se passe aujourd'hui? Ben, il est vrai que j'ai découvert, que d'ailleurs en lisant Mediapart, la chronologie des événements politiques, il est vrai que l'époque de ce ministère qui était difficile était celle de la réduction à tous les étages, dans tous les secteurs de l'action publique, des dépenses. D'ailleurs, mon ministère, à l'époque, n'y a pas échappé. Et nous passions des séances de couperets extrêmement désagréables dans le bureau d'un certain M. Cahuzac, puis ensuite de M. Cazeneuve, où nous étions mis un peu à l'amende et obligés de passer à l'épreuve du rabot dans cette vision faussement managériale de l'État, d'austérité à tous les étages. C'était d'ailleurs une période dans laquelle je me souviens avoir fixé le point de désaccord à l'été 2014, le discours, parce que vous parlez de Cincinnatus, mais le discours que j'ai prononcé à Frangy était celui de l'aboutissement d'une réflexion personnelle après avoir adressé une multiple notes, des articles, exprimé de nombreuses réticences dans la collégialité gouvernementale. Nous en avions fait état sur Mediapart. Ensuite, un désaccord, pour ne pas dire une forme de réquisition contre cette politique qui allait nous mener là où nous sommes d'ailleurs allés. Il est vrai que sur la préparation du budget supplémentaire pour les années à venir, j'avais pris la décision de ne plus accepter cela. D'accord, mais vous n'aviez pas particulièrement connaissance de cette décision. Mais non, mais pour le reste, le ministère de la Santé est responsable de ses administrations, le ministère de l'Industrie est responsable de l'industrie. Et en ce qui me concerne, je me souviens avoir eu des frottements avec le ministère de la Santé sur la question du prix des médicaments. Je ne me souvenais pas de la question des masques, que c'est un produit assez facile à produire. Donc le niveau du stockage est décidé unilatéralement, il ne fait pas l'objet d'une décision interministérielle. En revanche, quand vous décidez d'utiliser la sécurité sociale pour réduire les coûts, notamment de fabrication des médicaments, et que finalement vous conduisez, y compris l'industrie du médicament, à délocaliser parce qu'elle veut maintenir son niveau de profit, il faut aussi lui mettre cette responsabilité sur les justes épaules, eh bien, vous avez, parce que vous réduisez le prix du paracétamol, eh bien, vous avez des vagues de délocalisation, ce qui s'est produit pendant toutes ces années de réduction des coûts du médicament. On aurait pu trouver des solutions, des formulations publiques, parapubliques. On aurait pu monter, par exemple, une coopérative avec les mutuelles, avec les industries pharmaceutiques. Et il y a eu des propositions qui ont été faites pour que nous puissions maintenir un niveau de fabrication médicamenteuse, assurant l'indépendance. Mais cette préoccupation n'intéressait absolument pas la santé. La santé avait une seule ligne bleue, qui était la ligne bleue des Vosges,
c'est comment réduire les dépenses. J'ai Et une il petite est évident question. qu'avec une politique de cette nature, vous ne pouvez pas utiliser la commande publique à des fins patriotiques, parce que vous êtes obligé d'assumer le coût de fabrication, ce qui n'est pas une injure. C'est juste que nous n'employons pas d'esclaves en France et nous respectons les lois environnementales. Nous ne jetons pas nos eaux usées et chimiques dans les fleuves. Nous construisons des stations d'épuration, ce que ne fait ni l'Inde ni la Chine. Et donc, l'exportation de la pollution est la méthode par laquelle la délocalisation industrielle s'est produite. Nous avons, avec bonne conscience, exporté les atteintes à l'environnement là où elles étaient possibles à cause de la compétitivité liée au dumping environnemental des pays à bas coût. Est-ce qu'il aurait fallu, dans la crise actuelle, nationaliser, organiser des réquisitions? Nous avons reçu hier les fondateurs de l'Observatoire de la transparence dans le médicament qui dit on aurait dû faire des réquisitions pour lutter contre les pénuries de médicaments. On sait que des usines de masques ont été fermées, notamment de façon désastreuse, notamment l'usine de Plaintel dans les Côtes-d'Armor en 2018. Il y a d'autres responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon ou d'autres responsables à gauche qui ont dit il aurait fallu nationaliser ou réquisitionner des fabricants de bouteilles à oxygène, Luxmer à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous en pensez? La réquisition a eu lieu pour un certain nombre de fabricants de masques. J'en ai eu quelques-uns au téléphone. Mais que voulez-vous réquisitionner lorsque la production est insuffisante? Que voulez-vous nationaliser lorsqu'il n'y a plus que des morceaux d'usines et que les usines ont été fermées ou liquidées? En fait, il faudrait reconstituer une base industrielle. Et pour reconstituer une base industrielle, il faut des entrepreneurs, il faut des financements et des marchés, des clients. Voilà. Les clients, on les a. Les financements, on les a. Et les entrepreneurs, on les a. Donc, comment on met ces trois personnes, j'allais dire, outils et personnes ensemble? C'est le rôle d'un État qui fait autre chose que des économies, un État comptable, un État normatif qui applique des règles, c'est un État qui organise en quelque sorte. C'est une sorte de nouvelle puissance publique qu'il faut inventer, c'est-à-dire capable d'inventer ce dont nous avons besoin et non pas seulement, j'allais dire, laisser faire. Voilà, parce que finalement, c'est un petit peu ce qui s'est produit, c'est ce que condamnait John Maynard Keynes dans un très beau livre qu'il a écrit, je crois, en 1924, ça fait déjà presque un siècle, qui s'appelait Le laisser-faire, la fin du laisser-faire. C'est le titre de son livre. Et dans la fin du laisser-faire, il dit la mondialisation sera toujours la circulation des idées, de la science, des hommes aura toujours lieu dans le monde. Mais en revanche, il est nécessaire de produire le plus possible ce qu'il est raisonnablement possible de produire sur place. Et cette vision est tout à fait celle qu'une puissance publique moderne aurait dû imaginer. Alors, quand j'étais, puisque là, pour le coup, je n'étais pas ministre de la Santé, mais j'étais ministre du redressement productif et de l'économie, et nous avons conçu 34 plans industriels. Alors, j'ai retrouvé le document que je vais remettre d'ailleurs publié sur Internet. Il y avait 34 plans industriels. Ils ont été annulés par le gouvernement actuel. Il y en a qui ont survécu, par exemple sur la batterie. Et c'est exactement cet alliage-là, c'est-à-dire on prend des entreprises existantes, on les unit, on organise des ententes en quelque sorte. Tout ça est interdit par la Commission européenne, entre nous soit dit. Hein. On organise des ententes, on met des grandes entreprises, des petites entreprises, des entreprises innovantes, des grandes entreprises qui ont des marchés. On met la recherche publique et la recherche privée, alors le CEA, l'INSERM, on a une force de recherche extraordinaire en France. On va chercher la BPI pour financer tout ça, et tout ça peut nous faire des entreprises nouvelles. Alors, ces plans ont été abandonnés, mais cette idée de planification qui revient aujourd'hui, qui n'est pas une planification soviétique, j'allais dire bureaucratique, administrative, c'était une planification liée à la vision que l'État a de la mondialisation, dans laquelle il faut organiser la lutte et faire en sorte qu'on soit plus fort à partir de nos ressources en inventant les produits nouveaux pour que précisément nous assumions
notre indépendance technologique, scientifique, industrielle, économique et productive. C'est dans cet état d'esprit où finalement j'avais imaginé des plans qui étaient conçus par la puissance publique avec des entreprises privées qui pouvaient être pilotés par des entrepreneurs privés et financés avec de l'argent public. C'était une forme d'alliance nouvelle entre le public et le privé. Et je trouve que cette vision-là est celle qui manque aujourd'hui. Une petite question, parce que pour sortir de la crise, il va d'abord falloir sortir de l'immense crise économique qui s'annonce. Le gouvernement a annoncé des aides pour les entreprises, les grandes entreprises, et parfois c'est contesté d'ailleurs, mais aussi l'artisanat et le commerce. Est-ce que dans ce domaine, vous qui êtes justement responsable de plusieurs entreprises, est-ce qu'il est allé assez loin? Alors, pour l'instant, il y a eu des reports de cotisation, donc des appels de fonds de la protection sociale, l'URSSAF. Il y a eu le chômage partiel, qui est une prise en charge des contrats de travail pour éviter les vagues de licenciements telles qu'on les connaît aux États-Unis. C'est assez, d'ailleurs, phénoménal. Hein. Il y a 11 millions de salariés au chômage partiel en France, 22 millions de chômeurs en plus aux États-Unis. Il y a 30 si même, tous là, ceux qui sont au chômage partiel passaient au chômage, vous imaginez le cataclysme, l'effondrement, l'écroulement économique et social que nous aurions à vivre. Qui est en cours, donc, les leçons de 2008 ont bien été tirées de ce point de vue-là. Alors après, il y a eu ce qu'on a appelé les prêts garantis d'État, où l'État garantit 90% du prêt de trésorerie qui est fait par les organes bancaires privés. Bon, là, moi, je suis très réticent. D'ailleurs, je n'y ai pas fait un grand recours. Pourquoi? À titre entrepreneurial. Pourquoi? Parce que c'est une dette qu'il va falloir rembourser. Et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, et je ne vois pas pourquoi le chiffre d'affaires s'envolerait, il y a eu un choc considérable, les habitudes de consommation vont évoluer, il va y avoir une redistribution des cartes dans la tête du consommateur. Il n'est pas certain que l'épargne de précaution qu'il a constituée là, il ne veuille pas la conserver pour lui-même imaginer des investissements personnels sur son changement de vie, un changement d'attitude dans sa manière de consommer. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, de toute façon, il faudra bien qu'à un moment ou un autre, le fardeau de la crise soit porté et payé. Si vos charges fixes redeviennent très élevées à la sortie du confinement, mais que votre chiffre d'affaires n'est pas là, les faillites vont exploser. Donc, il faut aller plus loin. Ce qui commence à se profiler. Hein, dans le commerce, l'artisanat, les petites entreprises et les plus grandes également. Les grandes ne sont pas à l'abri de cette situation. Il y a une manière, alors on dit, parce que beaucoup de gens demandent, mais comment se fait-il que tout cet argent qu'on considérait comme impossible à obtenir, il arrive là de façon magique? Vous savez, quand M. Macron disait il n'y a pas d'argent magique, il y en a en fait, et maintenant, l'argent magique est là. Pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne a décidé, comme la Banque centrale des États-Unis, comme toutes les banques centrales du monde, Angleterre, Japon, Chine, ont décidé de créer de l'argent et donc de fabriquer les liquidités pour éviter les crises de liquidité. Mais il n'est pas interdit de penser qu'à un moment, ça s'arrêtera et on se retrouvera devant un mur. Est-ce que comment on va plus loin? Comment on fait plus loin? Est-ce que l'État doit porter cette dette? Lui ne pourra pas, parce que si c'est une dette et pas de la création monétaire, on ne va pas faire 20 ans de plan d'austérité comme on les a fait. Parce que là, c'est gilets jaunes multipliés par 100. Donc, on ne le fera pas. Et donc, il va bien falloir qu'il y ait une partie qui soit prise en charge par des acteurs économiques, notamment. Par exemple, je pense aux grandes foncières qui sont, prenons Unibail Rodamco, 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 1,7 milliard de dividendes versés, 1,5 milliard de dividendes versés l'année passée et 1,7 milliard de résultats. C'est-à-dire, et tout ça avec 3000 salariés. Ces gens-là tiennent, avec 71 centres commerciaux, tiennent dans leurs mains la vie ou la mort de centaines de milliers de salariés des commerces qui ont pris des enseignes dans ces centres commerciaux. Pourquoi ne pas transférer? C'est une proposition que je fais au gouvernement à travers Mediapart et que vous pourrez transmettre. Merci, messieurs. Pourquoi ne pas finalement décréter un ajournement ou un abandon pour 6 mois des loyers
dont tous les grands propriétaires immobiliers du commerce en France sont titulaires, cela ne nuira pas à leurs salariés qui sont très peu nombreux, ça ne nuira qu'à leurs dividendes ou à leur rentabilité, mais comme ils ont des niveaux de rentabilité extraordinaires, je pense qu'ils devraient prendre en charge une partie du fardeau pour permettre au commerce de redémarrer. Et donc, ça suppose que le gouvernement et le ministre de l'économie prennent une ordonnance disant que du mois de mars au mois de septembre, tous les loyers pour les propriétaires, et le critère, ce n'est pas la taille du petit commerce. Le critère, c'est la taille de la foncière qui encaisse. Si c'est un petit propriétaire qui a loué un fonds de commerce, là, l'État pourra prendre en charge une partie. Parce que c'est un petit propriétaire. Et on va s'apercevoir dans ce pays que la rente foncière est extrêmement concentrée. Et il n'y a aucune raison qu'elle ne prenne pas la perte qui lui revient dans la période actuelle. Ça doit faire partie, j'ai envie de dire, d'une forme de patriotisme où le fardeau est partagé, y compris avec ceux qui, aujourd'hui, préservent leur rentabilité, leurs dividendes et leurs revenus. Okay. Pendant que d'autres, le message est passé au gouvernement. Merci. Donc, par Mediapart. Fabien Escalona, c'est à toi. Oui, Monsieur Montebourg, on va élargir un peu le questionnement, notamment sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'idée de nouvelle puissance publique et la fin du laisser-faire pour laquelle vous avez cité Keynes. Il se trouve qu'on le voit bien avec les prises de parole d'Emmanuel Macron et d'autres, plein de monde, y compris des libéraux pur jus, vont se réinventer étatistes, protectionnistes, état stratèges, et on peut très bien imaginer que, encore une fois, des libéraux pur jus organisent le rapatriement de la production de certains équipements cruciaux ou voire de certains médicaments. Lorsqu'on vous écoute et lorsqu'on vous lit, on a l'impression que vous voulez aller bien sûr plus loin, que vous êtes plus ambitieux. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement quels sont les critères pour décider quelle production doit être absolument faite sur notre sol national parce qu'elle revêtirait un intérêt national? J'ai laissé, lorsque j'étais au ministère de l'économie, un décret du 14 mai 2014 qui fixe les secteurs dans lesquels l'investissement étranger doit être contrôlé par l'administration. Il y a la défense, la santé, il y a les transports, l'énergie, les télécommunications, l'eau et je crois qu'on a ajouté depuis le numérique et la robotique. Bon. Je pense qu'on pourrait ajouter l'alimentation, qui sont des secteurs tout à fait fondamentaux, comme il y a l'eau, la nourriture, et donc l'agriculture et l'industrie de la transformation des matières premières agricoles est tout à fait, je crois, décisive sur la question de l'indépendance. L'indépendance technique, productive, ça suppose d'avoir des bases industrielles reconstituées. Si vous n'avez pas de métallurgie, de sidérurgie, de chimie lourde, vous ne pouvez pas avoir de chimie fine, donc vous ne pouvez pas avoir de médicaments. Donc vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle les bases critiques que nous avons perdues en grande partie après la crise de 2008-2009 et qu'il a été très très difficile de reconstituer. C'est pour ça que je ne crois pas dans la Startup Nation. La Startup Nation, elle est nécessaire dans les secteurs innovants, mais il faut reconstruire, c'est un travail de reconstruction, une base industrielle lourde avec tous les secteurs invisibles qu'on ne voit pas dans l'automobile, dans les industries d'assemblage, par exemple l'électronique, l'automobile, l'aéronautique. Vous avez là des sous-ensembles critiques qui sont éparpillés dans le monde, dans des supply chains, des chaînes de construction, éparpillées partout sur le territoire planétaire, qui nous rend extrêmement dépendants. Même s'agissant d'un secteur que l'Union européenne a voulu maîtriser, qu'est l'aéronautique, nous avons là des dépendances coupables, quand, par ailleurs, en plus, nous acceptons de céder certains fleurons ou d'entreprises qui sont des pépites très innovantes, comme la Tecoer,
à des empires comme les Américains ou les Chinois. Donc notre précaution doit être de regarder d'abord ces secteurs-là. Et dans ces secteurs, il va falloir se remettre au travail, un peu à la façon dont on avait imaginé le faire à l'époque de la planification pompidolienne. C'est pour ça que je ne suis pas surpris de trouver des gaullistes dans la tradition libérale rejoindre des positions d'hommes de gauche industrialistes, en tout cas qui veulent défendre la base productive et indépendante d'un pays, comme je le suis d'une certaine façon, même si les mutations écologiques vont nous amener à penser différemment l'appareil productif. Hein. Il faut comprendre qu'un monde est en train de se clôturer et qu'un nouveau va naître. Mais donc, nous aurons besoin, par exemple, dans l'industrie du médicament, de retrouver tous les principes actifs que nous avons laissés se délocaliser en Inde ou en Chine notamment, ou aux États-Unis d'Amérique. Et donc, notre responsabilité va être de remonter les usines à partir de technologies qui sont absolument banales, de trouver les investissements à y mettre, de trouver des opérateurs qui voudront bien le faire. Il y en a, et nous avons des ressources humaines en France pour le faire. Et moi, je proposerais volontiers qu'on utilise l'outil coopératif. Par exemple, vous pouvez parfaitement imaginer que les mutuelles, une partie des assurances, santé, que l'industrie pharmaceutique, la Caisse des dépôts puissent s'unir ensemble pour bâtir un opérateur qui reconstituerait, par exemple, les bases techniques de la fabrication des 1200 médicaments dont nous sommes dépendants et qui sont considérés par l'industrie pharmaceutique et concentrés sur le marketing, sur l'innovation dans les biotechnologies, comme ce qu'on appelle des commodités, c'est-à-dire des banalités qu'il n'est plus intéressant de produire. Et il est de la responsabilité des pouvoirs publics et de la commande publique ou de la régulation des prix des médicaments d'accepter les prix plus élevés. Mieux vaut des prix plus élevés que pas de médicaments du tout. C'est ça, je crois, l'arbitrage politique qu'il va falloir mener. Et la question du Made in France... Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Oui, je poursuis parce que la question qui se pose derrière, lorsqu'on veut faire cette politique autrement que par des incitations, des coopérations, des alliances, c'est la question des règles qui existent. On est dans un vaste marché mondial, hein, vous l'avez décrit tout à l'heure. Si ces chaînes-là, elles sont à ce point éclatées, c'est parce qu'on a des règles de libre-échange et de libre circulation des capitaux. Donc ça pose la question du protectionnisme. À une certaine époque, notamment pendant les primaires, vous parliez plutôt de protectionnisme européen. Est-ce que vous envisagez des mesures protectionnistes aussi dans le cas français, y compris qui iraient contre les règles que pose l'Union européenne? Et on voit bien tous les obstacles juridiques que ça peut poser. Comment vous vous situez par rapport à ça, la France, l'Europe et le protectionnisme? D'abord, l'Europe a raté cette phase déclinante de la mondialisation en devenant cette passoire mondiale. Et comme le décrivait Hubert Védrine, il disait « Nous sommes les idiots du village global en Europe ». D'ailleurs, pour une raison simple, c'est que l'Allemagne a toujours mis des vétos sur toutes les mesures de protection parce qu'elle considérait qu'elle avait besoin du marché chinois et américain auquel elle vendait ses automobiles. Et donc, c'est l'Allemagne qui fait la politique extérieure, économique de l'Union européenne et donc la France, ce qui est devenu un point de friction, pour ne pas dire d'exaspération. Donc il y a un moment, la question de la taxe carbone, qui est dans tous les programmes politiques au plan européen, ne nous leurrons pas, n'est pas que dans ce que j'ai défendu, reste un vœu pieux. Pourquoi ? Parce que les mesures dites de représailles qu'on peut craindre des deux grands empires qui nous font face, que sont la Chine-Amérique, ne manqueront pas de venir, ce qui en soi n'est pas un problème, car nous avons besoin d'assumer, de revenir sur le marché intérieur, de rétrécir le monde et de commencer à satisfaire les besoins du marché qu'est le marché européen. Néanmoins, il y a des points sur lesquels les questions d'indépendance devront primer les questions de liberté du commerce et des échanges. Et sur le plan interne, j'allais dire, au sein du marché unique européen,
nous avons observé qu'en quelques jours, les aides d'État ont été abandonnées, les règles relatives à la concurrence ont été abandonnées, les traités liés à la stabilité dite financière qui limitaient le niveau des déficits et de l'endettement ont été abandonnés. Donc, il n'y a aucune raison qu'à un moment ou un autre, dans un certain nombre de secteurs qui seront parfaitement identifiés, comme on l'a fait, comme je l'avais fait avec le décret qui porte le nom de mon ministère, nous puissions à l'avant-garde traiter des mesures discriminatoires. Ouais, pour vous, il n'y aura pas de problème parce que quand même, il y a quand même des compétences, il y a quand même des compétences exclusives de la Commission sur les questions de commerce et pour le coup, elle est assez fermée, donc ça risque pas d'être si facile. Vous avez raison, mais nous sommes là arrivés à un moment de vérité avec l'Union européenne, parce que on ne pourra plus raisonner en termes de règles, mais en termes de choix. L'Union européenne, elle applique des règles, mais elle ne fait jamais de choix. Maintenant, il va falloir faire des choix. Et la politique va certainement reprendre ses droits. Et lorsque vous avez aujourd'hui des Italiens qui expliquent qu'à 50%, ils jugent que l'Union européenne a été si peu solidaire avec eux qu'ils ont décidé dans leur tête de s'en passer, je crois que l'Union européenne va être obligée de desserrer l'étau de l'intégration juridico-politique à infliger à tous ses États membres. Et de la même manière qu'à une époque, on parlait de flexibilité, sur les aides d'État et sur la taxe carbone, il y aura des initiatives nationales et moi, je les soutiendrai si elles ont lieu en ce qui concerne la France ou tout autre pays européen, car nous avons besoin maintenant de nous protéger, de nous défendre et d'organiser la protection de nos intérêts. Et l'Union européenne ne s'est jamais considérée en charge de l'intérêt des populations européennes. A-t-elle traité la question du réchauffement climatique? Non. Comment a-t-elle traité la question de la crise de 2008-2009? Elle a infligé des plans d'austérité à tous les pays européens. A-t-elle traité de façon correcte la question migratoire? Pas davantage. Est-elle capable de réagir dans la montée de la conflictualité entre la Chine et les États-Unis? Encore moins. A-t-elle été à la hauteur dans l'affaire du coronavirus? Pas davantage. Donc, il est évident qu'à un moment ou un autre, les peuples vont prendre leur clic et leur claque si l'Union européenne continue sur ce chemin. Et je crois que c'est exactement ce qui nous attend après cette crise. C'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'il faut maintenant que, comme toujours, la France compte sur elle-même, mais qu'elle n'espère pas de l'Union européenne qu'elle règle ses propres problèmes. Oui, alors justement, là, vous parlez beaucoup de... C'est marrant, vous avez employé le mot peuple. En fait, vous ne l'employez pas tant que ça dans les grands entretiens que vous donnez. Vous parlez beaucoup de la France, de la patrie. En un certain temps, à l'époque de la démondialisation en 2011, vous parlez aussi de capitalisme coopératif. On a un peu l'impression, à vous écouter, que vous parlez de beaucoup de souveraineté technologique, numérique, etc., mais assez peu de souveraineté populaire, assez peu de conflit social. Tout a l'air de se passer comme si tout le monde était embarqué, à part les élites qui ont échoué, tout le monde était embarqué dans l'économie française, à restaurer, à protéger de la mondialisation. À votre avis, au-delà des échéances électorales, quel rôle politique doit avoir le peuple, doit avoir l'élément populaire quelque part? Merci. Le mot peuple, d'abord, est inscrit dans la Constitution du 4 octobre 1958. Certes. Bien. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans la vie politique nationale, vous en conviendrez. Oui, mais c'est pour moi, ce n'est pas une injure que de parler du peuple, premièrement. C'était pas le sens c'est de ce ma que question, je voulais justement. vous dire. Voilà. Deuxièmement, la question de la souveraineté et de la décision collégiale, collective, sur la défense de nos intérêts communs. Dans les intérêts communs, il y a le pain quotidien, il y a la liberté. Ce sont des grandes conquêtes qui appartiennent à notre état de droit. État de droit, voilà encore aussi un bien commun. J'ai envie de dire, j'ai écrit un livre, un autre, c'était en 2006, qui était la Constitution de la 6e République, où je défendais l'introduction du citoyen dans la vie publique beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'ai lu les cahiers de doléances à la suite du mouvement des Gilets jaunes. C'est intéressant, cette littérature, parce que vous pouvez voir apparaître
comment le lien entre la démocratie et le progrès économique et social se fait comme il s'est toujours fait dans toutes les convulsions de l'histoire. Et ce que disent ces personnes qui se sont rassemblées autour des ronds-points, ils disent « Nous voulons des capacités d'intervention sur la décision politique, que ce soit référendaire, que ce soit révocatoire, bref. » Ils proposent une forme de sixième République. Et je crois qu'on n'échappera pas non plus à la reconstruction d'un bien commun qui s'appelle un État de droit sur des bases fortifiées, une souveraineté beaucoup plus inclusive pour tous ceux qui en sont exclus aujourd'hui, et une classe dirigeante qui soit beaucoup plus responsable, c'est-à-dire qui, autant dans l'entreprise, lieu de création de richesse et de partage de la richesse, que dans la vie publique, lieu de délibération et d'organisation collective, eh bien, le citoyen doit, et donc le salarié, le cadre, l'ingénieur, l'homme ou la femme de la rue, comme on disait autrefois, aura sa place à prendre dans la décision. Et donc, c'est cette reconstruction-là qu'il faudra faire. Car il n'y aura pas, sinon, d'évolution vers ce qu'on a appelé, j'allais dire, la reconstruction écologique de la société. Parce que l'écologie, elle doit avoir une base populaire, d'adhésion populaire. Si elle ne la rencontre pas, elle n'aura pas lieu. Et nous nous écarterons des grandes orientations mondiales qui font qu'une société comme la nôtre doit impérativement se transformer pour survivre. Merci beaucoup Arnaud Montebourg, merci beaucoup Fabien Escalona. Nous étions avec vous, donc ancien ministre du redressement productif. C'est bien, on a fini à la fois sur les Gilets jaunes et la sixième République qui était le départ de votre carrière politique. Donc je pense qu'on a là fait un cercle. Merci à tous les deux. Merci. Merci encore.